Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, 90 minutes de débat, de reportage et d'analyse comme tous les soirs sur Public Sénat, 18h et 22h avec nos experts. On donne du sens à l'actualité, on vous propose des clés de compréhension des mutations de notre société avec un débat d'actu pour commencer. Vladimir Poutine qui déclare la loi martiale dans les régions ukrainiennes récemment annexées. La population de Kherson est évacuée avant la bataille pour cette ville proche de la Crimée. Quelle est la stratégie du président russe? Est-il en train de vider l'Ukraine d'une partie de ses habitants? La réponse de nos invités dans une minute. Et puis dans la seconde partie de l'émission, c'est un débat volontairement décalé de l'actualité du jour que je vous propose. On prend du recul pour comprendre la crise qui secoue le cinéma français. Les causes sont multiples, le prix des places évidemment, et puis la concurrence des plateformes. L'ensemble du métier est en train de basculer sur les plateformes et que le cinéma de salle doit absolument rester concurrentiel en présentant des films qui vaillent la peine de sortir de chez soi. Le cinéma français est-il en danger? Produit-on trop de films et pas assez pour le grand public? Ne ratez pas notre débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les dernières décisions européennes pour soutenir l'Ukraine, des sanctions qui visent les fournisseurs de drones iraniens à la Russie. Sandra Serkera. Se cacher en attendant la fin des bombardements, parfois pendant plusieurs heures. Dans ce passage souterrain de Kiev, la scène est devenue quotidienne, presque banale, face à la reprise des raids aériens menés par les forces russes. Si je ne suis pas chez moi, je me mets à l'abri dans le métro ou un passage souterrain comme ici. Toute ma famille suit ces règles. Nous pouvons rester ainsi en sécurité et tout le monde est en vie. Nous résistons et je pense que nous allons gagner. En perte de vitesse sur le terrain militaire, l'état-major russe cible des infrastructures stratégiques à l'approche de l'hiver, avec des drones d'origine iranienne. Conséquence des destructions, Kiev appelle sa population à réduire sa consommation d'énergie. Les drones iraniens sont des armes légères peu coûteuses et programmées pour atteindre un objectif défini à l'avance. Selon le président Zelensky, l'armée ukrainienne parvient régulièrement à en intercepter. Nous avons des résultats significatifs avec 133 drones iraniens abattus. Des dizaines de missiles ont été abattus depuis un mois. 10 drones iraniens ont été détruits aujourd'hui, rien que dans la région de Kiev. Une affirmation qui met Téhéran sous pression. À la sortie d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur de la République islamique dément ces accusations. L'Iran rejette catégoriquement les allégations infondées selon lesquelles l'Iran aurait transféré des drones pour les utiliser dans le cadre du conflit en Ukraine. Moscou nie également. À Kiev, la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran est à l'étude. L'Union européenne, qui dit avoir des preuves de l'utilisation d'armes iraniennes en Ukraine, a décidé d'une série de sanctions contre une compagnie aérienne et 3 responsables militaires iraniens ayant fourni des drones à la Russie. J'accueille tout de suite Galia Ackerman, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes historienne, spécialiste de la Russie, directrice de la rédaction du média en ligne Desk Russie. Et vous avez dirigé le numéro 77 de la revue La Règle du Jeu. On va le voir à l'image, c'est une somme, un numéro spécial de plus de 500 pages consacré à l'Ukraine et à la Russie. Irina Dmitrichine, bonsoir, bienvenue à vous aussi. Vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, responsable des études ukrainiennes. J'accueille le général Christophe Gomard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ancien chef du renseignement militaire. Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia et bienvenue. Il y a beaucoup de thèmes à aborder dans ce débat. La loi martiale, je le disais en titre, décrétée par Vladimir Poutine, la bataille de Kherson qui se prépare, mais aussi on en parlera, les tensions franco-allemandes qui peinent à trouver une réponse commune face à la flambée des prix de l'énergie. Comme toujours, ce conflit en Ukraine a beaucoup de tiroirs et beaucoup de problématiques à aborder. Je commence par les sanctions européennes et cette histoire de drones iraniens. Galia Ackerman, est-ce qu'elles peuvent freiner l'Iran? On a vu des réactions un peu embarrassées, ceux qui fournissent ces drones à la Russie. Je crois que ça ne va pas freiner l'Iran. L'Iran est un habitué des sanctions occidentales. Il les subit depuis de très nombreuses années. Et on ne sait pas, ça c'est le bâton, mais on ne sait pas quelle est la carotte. Et la carotte dans les relations russo-iraniennes est importante parce que les Russes ont aidé à construire à l'Iran la centrale de Bushehr. Il y a d'autres projets à l'étude. Et puis, entre les pays parias, on se serre un peu les coudes.
Donc, probablement, tout en niant son implication, l'Iran, quel que soit le coût des sanctions pour lui, va continuer à en fournir à l'Ukraine, pardon, à la Russie. À la Russie. Et ce qui veut dire en clair que l'instauration de systèmes de défense est d'autant plus urgent parce que ces drones sont utilisés essentiellement pour détruire les infrastructures électriques. On y reviendra aux infrastructures électriques, c'est essentiel avec l'hiver qui approche. Irina Dmitrichine, et effectivement, il y a cette demande du président Zelensky pour renforcer, on va dire, sa défense antimissile et anti-drone. Ce ne sont pas forcément les mêmes armes, vous nous le confirmerez. Peut-être un mot de la population, de ce que vit la population. C'est quoi? C'est la nouvelle terreur des Ukrainiens, ces drones iraniens? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, on est conscient que ces drones peuvent frapper n'importe où et que surtout, ils frappent les infrastructures civiles électriques, ce qui prive les villes entières d'électricité, donc de chauffage, donc d'eau. Et donc, c'est l'ensemble de ces services, très rapidement, transforme les villes, enfin les plonge au Moyen-Âge parce qu'il y a ces services vitaux qui disparaissent. Donc, les gens, aujourd'hui, s'équipent en système de chauffage donc, qui serait... À point, oui. Voilà, qui serait autonome, achètent les ballons d'eau, enfin, font des stocks pour parer à ces coupures qui sont déjà pratiquement instaurées, donc ce qu'on appelle les coupures sélectives dans la journée. On a demandé aux habitants de la capitale notamment à réduire leur consommation ou changer leur habitude de consommation électrique, à passer les choses dans la nuit, je sais pas, faire la lessive la nuit plutôt que dans la journée. Donc il y a déjà une anticipation de la part de la population civile, de la part des autorités qui non seulement prévoient les choses et ensuite essaient de pallier très rapidement lorsque une centrale ou un système est hors d'usage. Général Gomar, ces drones iraniens, c'est quoi? C'est rustique, c'est robuste, c'est de la haute technologie, c'est très précis. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce sont des petits drones en fait. Ils ne sont pas très, très grands. Je crois qu'ils ont 30 à 40 cm d'envergure. Contrairement aux drones turcs dont on parlait beaucoup au début de la guerre, qui sont des mini-avions en fait. L'un coûtant $20 000 le drone iranien et l'autre coûtant 2 millions de dollars. Donc en fait, il y a une petite différence, c'est pas du tout la même technologie. En fait, ce sont des drones type les drones Parrot, c'est-à-dire un peu plus gros qu'un drone Parrot, avec une charge suffisamment importante pour détruire effectivement une centrale électrique, pour détruire en fait les infrastructures énergétiques ukrainiennes. L'idée étant effectivement qu'avant l'hiver, les Ukrainiens lèvent les pouces en disant stop. En fait, c'est vraiment un impact, pour avoir un impact psychologique. C'est pas pour autant dit que les Ukrainiens diront stop, bien au contraire. On sent bien une population ukrainienne avec une force morale très puissante. Quelles seront les conséquences exactes? Maintenant, lutter contre ce type de drone est pas si simple que ça. Oui, quand on parlait de défense antiaérienne, c'est pas si Parce facile. qu'autant en défense antiaérienne, antimissile, j'allais dire, on a des systèmes, et la France a donne un système Cobra à l'Ukraine. Pour nous-mêmes, on a construit avec l'Italie un système qui s'appelle Mamba, qui sont des systèmes type le Patriot américain ou le S-300 russe. C'est des systèmes antimissiles. Pour les drones, c'est un peu différent et on voit bien les difficultés même pour nos policiers, nos gendarmes en France de lutter contre des drones qui pourraient effectivement attaquer, qui prennent des images à des endroits dont on ne souhaite pas ou on ne souhaite pas que les gens prennent des images, etc., etc. Donc oui, la lutte anti-drone est une vraie gageure pour demain, pour toutes les armées du monde, mais pour tous les pays surtout. Oui. Et alors on a dit sur ce plateau il y a quelques jours, lors des premières frappes russes, cette série de salves, on avait vu qu'il y avait des missiles des années 60 qui avaient été utilisés dans certains cas. Est-ce que ces drones iraniens, ils viennent, alors vous nous avez un peu répondu en disant que ce n'était pas du tout la même chose, mais est-ce qu'ils viennent suppléer le manque de munitions et le manque de missiles de l'armée russe? Est-ce qu'on peut dire ça? En fait, la technique russe, c'est taper dans la profondeur avant d'utiliser les soldats. On voit bien d'ailleurs la problématique des Russes qui ont mobilisé de manière partielle, c'est leur nombre de soldats, c'est-à-dire la masse humaine. Pour combler ça, en réalité, ils utilisent beaucoup leur artillerie. Les munitions, ils ont dû en utiliser énormément. Donc, est-ce qu'ils en ont encore beaucoup? Ça, je ne le sais pas. Mais enfin, ils avaient quand même des stocks très, très importants. Même chose côté ukrainien. Et effectivement, ça permet d'atteindre des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre avec l'artillerie.
et ça permet de cibler beaucoup plus précisément, puisque ces drones vont être guidés directement sur l'objectif. Alors que les obus, autant les obus d'un canon César sont guidés pratiquement jusqu'à la phase terminale, ce n'est pas le cas des obus russes. En revanche, un drone, vous pouvez le guider sur l'objectif que vous visez. Donc, en fait, c'est beaucoup plus précis. Une réaction, celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, justement sur cette stratégie de viser les installations électriques. Écoutez. Il y a de nouveaux dommages aux infrastructures critiques. Aujourd'hui, 3 installations énergétiques ont été détruites par l'ennemi. Bien sûr, nous ferons tout notre possible pour rétablir les capacités énergétiques normales de notre pays. Mais ça prend du temps et ça nécessite nos efforts conjoints. Galia Ackerman, est-ce qu'on sait combien d'infrastructures justement électriques, de centrales ont déjà été touchées, détruites partiellement ou totalement ? Vous savez, il y a peut-être encore 2 jours, on parlait de 30%. Aujourd'hui, on parle de 40%, ce qui est tout à fait énorme. Je vous rappelle qu'il y a quelque temps encore, le président Zelensky a même proposé à l'Europe son électricité, parce qu'ils en avaient assez. Il y a plusieurs centrales nucléaires, il y a des centrales hydroélectriques, il y a des centrales au charbon, etc. Et donc, l'Ukraine a été très bien fournie en électricité, mais 40%, c'est énorme. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que quand on écoute les médias russes, en fait, les propagandistes du régime appellent à la destruction complète des infrastructures critiques, et en premier lieu, l'électricité, qui est pratiquement la base de tout. Une question peut-être un peu naïve, l'Ukraine ne peut pas rétorquer de la même façon ? C'est beaucoup plus compliqué pour l'Ukraine. C'est que depuis le début, en fait, ils n'ont pas tellement tapé le sol russe, finalement, à part du côté de Belgorod, où ils ont détruit, je crois, des dépôts de carburant ou des dépôts de munitions. Mais c'est la seule chose qu'ils aient faite. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Vu que l'hiver arrive, oui. Ils peuvent aussi taper les structures. Je pense qu'ils en ont les moyens. Souvenons-nous que les Américains n'ont pas voulu donner de l'armement qui permettait de taper sur le sol russe. Les HIMARS, ils en ont limité la portée en réalité. Oui, après, ça pose la question de l'escalade, etc. C'est exactement ça, en fait. Mais vous avez raison, c'est une bonne question. Ouais. Irina Dmitrichine, qu'est-ce qu'on sait de la réaction des Ukrainiens ? Parce qu'il y a quand même peut-être une crainte d'exode face à ce risque, notamment dans les villes qui sont principalement touchées. Bien, les amis avec lesquels je parlais m'ont répété cette scansion de Zelensky, ça sera sans électricité, sans eau, mais sans les Russes. Donc, on tiendra, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc les gens ne sont absolument pas à ce stade prêts à renoncer, à négocier à quoi que ce soit. Donc ils serrent les dents et ils s'apprêtent à résister. Mais Galia, juste avant que l'émission démarre, vous disiez il y a quand même une possibilité que finalement on assiste à un mouvement vers les campagnes. Pourquoi ? Oui, certainement. Et je connais aussi des exemples très concrets parmi les gens que je connais en Ukraine. Parce que quand vous vivez dans une maison individuelle, vous vous chauffez avec une poêle et cette poêle, elle fonctionne au bois. Or, il n'y a pas de défaut de bois, manque de bois en Ukraine. Et pareil, vous avez une cave, donc vous pouvez stocker la nourriture même si le frigo ne marche pas. Vous avez des puits, donc l'eau est accessible. Et finalement, s'il n'y a pas d'électricité, il y a des bougies. Donc, c'est beaucoup plus supportable que quand vous êtes coincé dans un appartement en ville, que, excusez-moi, la chasse d'eau ne fonctionne plus. Qu'il n'y a plus d'eau et donc il faut descendre plusieurs étages. Vous savez, je vous rappelle que, par exemple, à Kiev, il y a beaucoup d'immeubles de 20 étages et plus. Qu'est-ce que vont faire les gens qui sont là ? Donc, je pense qu'il y aura un certain exode vers la campagne pour passer l'hiver, tout simplement parce que pour beaucoup de gens, c'est pas possible autrement. Et probablement, il y aura un exode supplémentaire aussi vers l'Europe. On finit par s'habituer, mais Irina Dmitrichine, il y a encore beaucoup d'Ukrainiens, on l'imagine avec les bombardements, qui vivent une partie de la journée, parfois toute la journée, sous terre, dans le métro. Il y a toujours cette vie souterraine dans les villes, dans les grandes villes ukrainiennes. Tout à fait. On n'en parle presque plus, mais c'est ça le quotidien des Ukrainiens aujourd'hui.
Absolument, avec ces bombardements qui ont repris, n'oublions pas qu'il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont rentrés depuis le premier départ, et les gens sont confrontés à ces nouveaux bombardements. Donc les villes comme Kharkiv, comme Dnipro sont bombardées constamment. Maintenant, c'est le tour de la capitale, mais il y a d'autres villes plus à l'ouest dont les infrastructures ont été touchées. Donc les gens vivent constamment avec les alertes antiaériennes, et si vous avez une application sur votre téléphone qui fonctionne même en France, vous pouvez tout à fait vivre en temps réel ces heures qu'il faut passer dans les caves avant de pouvoir ressortir et reprendre une vie normale. On va parler maintenant de la loi martiale avec Jérémy Heinzmann. Vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Jérémy, bonsoir, bienvenue pour revenir sur cette décision annoncée ce mercredi par Vladimir Poutine, l'instauration de la loi martiale dans les 4 territoires ukrainiens illégalement annexés. Oui, c'était lors d'une réunion d'un conseil de sécurité diffusée à la télévision, et on va réécouter justement l'annonce du président russe. Le régime de Kiev refuse de reconnaître la volonté du peuple, rejette toute proposition de négociation, les tirs continuent, des civils meurent. C'est pourquoi j'ai signé un décret sur l'introduction de la loi martiale dans ces 4 sujets de la Fédération de Russie. À partir de ce jeudi minuit, la loi martiale entrera donc en vigueur dans les territoires de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijia, passés sous l'autorité de la Russie en septembre et déjà placés sous haute surveillance. Pas de grands changements donc, mais concrètement, cela signifie que l'armée russe dispose désormais des pleins pouvoirs juridiques et de police dans ces régions. Et selon la loi, une série de mesures de restriction des libertés pourraient être mises en place. Renforcement des mesures de sécurité, couvre-feu, interdiction des rassemblements publics, évacuation d'entreprises stratégiques, interdiction de quitter les territoires concernés, internement de population ou encore censure militaire dans les télécommunications. La conscription pourrait aussi devenir obligatoire, permettant à la Russie d'enrôler des citoyens qui étaient ukrainiens il y a encore quelques semaines. Et cette loi martiale n'est pas la seule mesure décrétée par Vladimir Poutine. Et non, le chef du Kremlin a également relevé le niveau d'alerte dans toutes les régions du territoire russe limitrophe de l'Ukraine et dans la Crimée, annexée, elle, en 2014. Dans ces zones, les gouverneurs auront des pouvoirs élargis pour prendre des mesures sécuritaires. Une manière pour Vladimir Poutine de reprendre la main face à Kiev après les revers de Kherson. Mais pour le président américain Joe Biden, il s'agit plutôt d'un aveu de faiblesse. Écoutez-le. Je pense que Vladimir Poutine se trouve dans une situation incroyablement difficile. Il semblerait que le seul outil qui reste à sa disposition soit de persécuter les citoyens ukrainiens afin de les intimider pour les amener à une capitulation, mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Enfin, de son côté, le Kremlin a précisé qu'il n'était pas question de fermer les frontières de la Russie, une décision qui a été redoutée par une partie de la population. Merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces informations. Irina Dmitrichine, je reviens vers vous. Cette loi martiale, si on se concentre un peu, et on va en parler tous ensemble, sur la situation dans la ville de Kherson, qu'est-ce que ça permet de faire? On parle beaucoup de l'évacuation de la population en ce moment. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une partie de la population qui est poussée ou convaincus d'une manière ou d'une autre à partir. Il y a quand même beaucoup de gens qui restent, et ces gens implicitement seront considérés comme les soutiens de l'Ukraine, en tout cas ceux qui restent pour attendre le retour de l'Ukraine. Et je crains surtout pour cette population-là qui reste et qui va être soumise à des restrictions, à des contrôles, à des privations, mais aussi à des réquisitions, parce que ça veut dire que le véhicule personnel ou les biens d'une entreprise peuvent à tout moment être réquisitionnés et contribuer à l'effort de guerre. Et puis pour ceux qui sont amenés de gré ou de force, on ne sait pas où ils vont se retrouver. Est-ce qu'ils ont la possibilité de revenir, et quel serait leur sort en Russie? Parce que les promesses qui sont faites de leur donner un logement, la couverture sociale, etc., on n'y croit guère. Général Gomard, pourquoi les Russes sont-ils en train d'évacuer Kherson? Qu'est-ce qui est en train de se préparer là? Parce que les Russes qui étaient à l'offensive sont passés en défensive, et quand on est en défensive, utiliser un point clé du terrain, c'est-à-dire une ville, permet de mieux se défendre. Vous savez qu'en termes de chiffres, on dit que pour prendre une ville, il faut être 8 assaillants contre 1 défenseur.
parce que combattre en ville est extrêmement compliqué. Ça peut être piégé, on peut y laisser des tas de choses trappes, il suffit d'un tireur pour bloquer une rue, etc., etc. Donc en fait, ils vont sans doute, pour moi, se servir de la ville pour freiner l'avancée ukrainienne. Et la ville sera sans doute en partie détruite, puisque quand on se sert d'une ville pour se battre, effectivement, le risque est qu'un certain nombre de maisons, d'immeubles soient détruits. Donc, il pousse en effet la population à évacuer. Et effectivement, comme disait Irina, ceux qui restent seront considérés comme attendant les Ukrainiens, pour aider les Ukrainiens. Pardon de vous interrompre, mais vous l'avez dit, il y a une partie de la population de Kherson qui est évacuée sans doute de force, enfin bref, on va l'évoquer un peu, vers la Russie, avec des promesses et sans qu'on sache exactement ce qui va se passer. Donc les autres seront considérés comme des pro-ukrainiens, comme attendant leur armée. D'où la loi martiale d'ailleurs, qui va empêcher ces citoyens qui sont restés de sortir. Ils vont être surveillés d'autant plus près et dès qu'ils feront un mouvement de travers, ils sont sans doute mis en prison ou que sais-je. Et ils vont être considérés. Pourquoi cette loi martiale? C'est pour éviter que ces gens-là deviennent des futurs résistants ou, j'allais dire, attaquent l'armée russe comme le font des résistants. Je pense que c'est ça qu'il y a derrière cette loi martiale. Ceux qui vont sont forcés à aller en Russie ou sont volontaires? On a du mal à comprendre la nuance. Pour l'instant, c'est rive gauche de Dniepr, donc on ne sait pas ce qui... C'est difficile, parce que qui décide de qui reste et de qui part? Les Russes? Moi, je pense que c'est un peu la même logique que les évacuations pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que, comme vous savez, les villes à l'approche de l'armée allemande, plusieurs grandes villes, y compris Kiev d'ailleurs, ont été évacués, mais il ne s'agissait jamais de l'évacuation de toute la population. En premier lieu, on évacuait qui? Les collaborateurs, enfin les membres du parti qui occupaient des postes quelconques, les dirigeants, ce qu'on appelle soviétiques, c'est-à-dire des dirigeants de différentes institutions. On évacuait des usines ensemble avec leurs ouvriers. On n'évacuait pas tout le monde, jamais. Donc là, je pense qu'il y a deux groupes de population probablement qu'on évacue. En premier lieu, les collabos, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire Kherson a été quand même occupé sans bataille pratiquement. Il y a eu de la contestation au sein de la ville après son occupation, mais apparemment, il y a eu aussi des complaisances et des collaborations. Ça veut dire, pardon, on reprendra votre démonstration sur les deux populations, mais là, si on se concentre sur ceux que vous appelez les collabos, je voudrais juste bien comprendre. La ville est tombée sans combat. Donc il y a eu quoi? Il y a eu une sorte de trahison, il y a eu des pro-russes qui ont laissé la ville, c'est ce que vous dites? Il y a eu une sorte de trahison et les champs qui ont été minés à l'approche de Kherson ont été déminés sur les ordres d'un traître ukrainien, si je comprends bien. Et donc l'armée a pris Kherson. Ensuite, il y a eu une sorte de résistance. Il y a eu plusieurs fois des meetings, etc. Tous ces gens, peu à peu, ont été arrêtés, ou ils ont fui, ou ils ont disparu. Maintenant, il y a eu une administration, ça s'appelle militaro-civile, qui a été instaurée par les Russes. Les écoles ont rouvert avec des programmes russes. Et donc, il y a eu quand même une collaboration de la part de milliers et milliers de personnes. Donc, c'est ceux-là il y a cette partie-là, on les évacue parce que pour service rendu, en quelque sorte. Bien sûr. Et puis, il y a ceux qu'on va déporter, pardon, le terme a beaucoup de connotations. Donc, j'hésite à l'employer, mais c'est un peu ça. Les Russes affirment qu'il n'y a pas de déportation. Mais en fait, la technique est la même partout dans les territoires occupés. Quand les Russes s'emparent d'une ville, ils font signer aux habitants un papier comme quoi ils consentent à une évacuation si besoin. En fait, les gens sont obligés de le signer parce que sans ce papier, ils ne peuvent pas avoir, par exemple, les rations alimentaires, l'aide humanitaire, tout ça. Donc, ils peuvent toujours actionner ça en disant, voilà, maintenant, on vous a signé, maintenant, vous partez. L'idée étant, je pense que c'est pas parce qu'ils veulent préserver ces gens, mais vous savez, en Russie, il y a quand même une situation démographique très tendue. Et depuis le début de ce conflit, les Russes font tout leur possible
pour évacuer les populations, même là où ils n'étaient pas menacés, comme maintenant à Kherson, y compris des centaines de milliers d'enfants qui ensuite sont donnés à des familles d'accueil, russifiées, etc. Donc une stratégie de repeuplement de certaines zones où la démographie est en berne depuis plusieurs années. Voilà, et puis vous savez, c'est une des définitions de génocide parce qu'on prive l'Ukraine de ses habitants, on vide l'Ukraine de ses habitants. Irina Dmitrichine, que sait-on de... Parce que là, on parle de Kherson, mais c'est déjà arrivé, Galia Kerman vient de nous le rappeler, dans d'autres villes d'Ukraine. Que sait-on de ces Ukrainiens qui ont été déportés, je reprends le mot, vers la Russie ? C'est très difficile de le suivre et bien sûr, les situations les plus dramatiques, c'est les enfants. C'est les mineurs qui sont soi-disant évacués, ensuite on en perd la trace, ensuite on sait qu'il y a eu des facilitations d'adoption qui avaient été consenties par la Russie et on a peur de ne jamais retrouver ces enfants. En même temps, on entend de temps en temps le retour d'un groupe d'enfants ou d'un orphelinat, etc. Donc il y a quand même les structures qui essaient de suivre ce qui se passe et surtout d'œuvrer pour le retour de ces enfants. Il y a aussi des réseaux qui s'organisent aussi bien en Russie que dans, par exemple, les pays baltes, où les gens essaient d'aller vers la frontière et ensuite de pouvoir passer. Je pense que les plus toniques vont essayer de passer et réussissent. Il y aura malheureusement des gens qui vont être mis dans les situations, privés de leurs papiers, envoyés très très loin, qui auront beaucoup de mal à revenir. Et ensuite, on verra. Il y a sans doute aussi un pourcentage de la population qui préfère aller en Russie. Donc les situations sont extrêmement diverses. Oui, alors ça aussi, je vais revenir à la stratégie militaire dans un instant, mais Galia Kerman, un mot là-dessus. Vous l'avez un peu évoqué en disant Kherson, il y a eu des trahisons, ou en tout cas, donc il y a une partie de la population de la ville, si on veut être très, très lucide, qui est pro-russe quand même. Certainement, ou qui ont accepté en tout cas de collaborer. Vous savez, on ne sait pas qu'est-ce qui est dans la tête, par exemple, des enseignants. Ils ont rouvert les écoles, mais avec un autre programme. Ils ont amené les manuels qui ont été imprimés en Russie et ils ont imposé des programmes russes. Maintenant, il y a probablement... peut-être des instituteurs et institutrices qui l'ont accepté volontiers. Il y en a d'autres qui peut-être ont été forcés de le faire parce que au moins ils avaient un salaire et ils pouvaient continuer à travailler. Donc, est-ce qu'ils sont tous des traîtres ? Non. Mais ce sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont collaboré. La question s'était posée en Crimée aussi, d'ailleurs. Oui, et dans les territoires, il y a 8 ans. Et dans les territoires occupés depuis 2014. Et l'Ukraine a beaucoup réfléchi sur ces sujets. Et le mot d'ordre aujourd'hui qui est transmis, c'est de dire qu'on ne considère comme collabos que ceux qui ont ouvertement soutenu ou ont œuvré, par exemple, pour l'organisation des soi-disant référendums, donc qui ont, en tout cas, qui ont salué et qui ont soutenu ces autorités. Mais récemment, Kherson, enfin l'ensemble de l'Ukraine a été ému par le cas d'un chef d'orchestre qui a refusé de collaborer et qui a été fusillé dans sa maison. Donc, et à Kherson, la ville, effectivement, a été prise très rapidement, mais on se souvient de ces manifestations, de ces gens qui se jetaient sur les chars, qui sortaient avec les drapeaux ukrainiens. On sait ensuite qu'il y a eu des camps de filtration, qu'il y a eu des arrestations, des disparitions. Donc plusieurs mois d'occupation, ça brise quand même, ça écrème tous ceux qui pouvaient résister et ça réduit au silence ceux qui essaient de survivre. Christophe Gomard, je reviens donc à la stratégie militaire de Moscou, notamment dans cette région, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle phase de la guerre qui a commencé depuis quelques jours, ou qui va commencer ? Oui, enfin pour moi, il y a la première phase qui était un véritable échec, c'était la tentative de prise par surprise de Kiev et de renversement du président Volodymyr Zelensky. Une deuxième phase, c'est l'utilisation massive de son artillerie. Même chose, échec, enfin une espèce de ligne de front et une tendance à reculer. Et une troisième phase dans laquelle à la fois il mobilise partiellement pour essayer de renverser le rapport de force grâce à la masse numérique humaine et tout en détruisant par ailleurs les infrastructures énergétiques du pays pour essayer de faire capituler la population. Mais comme l'a très bien souligné le président Zelensky comme Irina, en fait, il y a une force d'âme dans cette population ukrainienne. La victoire de Poutine, c'est la création d'une véritable nation ukrainienne en réalité. On voit bien que c'était ça sa stratégie militaire. Et derrière, il espère faire plier
cette population qui ne plie pas. Et une armée ukrainienne qui s'est renforcée en même temps, alors que l'armée russe, au contraire, j'allais dire, s'est amoindrie. Et le rapport de force qu'on pensait au départ favorable aux Russes, et en fait favorable à l'armée ukrainienne aujourd'hui, renforcée non seulement par cette force d'âme et cette volonté d'un pays qui sait pourquoi il veut gagner et qui voit un but et un objectif, contrairement à l'armée russe en réalité, et plus l'armement occidental et le renseignement occidental. Alors justement, vous étiez chef du renseignement, donc là les Américains jouent un rôle très important. Les Américains, mais les Occidentaux aussi, et la France également. Parce que la France communique assez peu finalement, c'est volontairement sur son aide militaire. Ça a toujours été la position de la France. Oui. Je sais par ailleurs qu'en fait, ils fournissent du renseignement. Ils ont fourni 25% de l'artillerie française. Ils fournissent des Cobra, ils fournissent un tas de choses. Donc après, il y a du France bashing, c'est certain. Mais nous ne l'aurons pas. La France aide l'Ukraine, soutient l'Ukraine. Donc du renseignement, c'est quoi? C'est des satellites? C'est l'imagerie. Alors les satellites, c'est de l'imagerie satellitaire. C'est de l'interception. Ça peut être du renseignement cybernétique. Ça peut être du renseignement parce qu'il y a des sources également. Voilà, donc en fait, oui, il y a fourniture de renseignement. Ridma Dmitrichine, qu'est-ce qu'on sait des déserteurs dans l'armée russe? Puisque là, on est finalement sur les forces et faiblesses des uns et des autres. Il y a des messages qui sont envoyés par l'armée ukrainienne vers les Russes. Est-ce qu'on a des chiffres? Je pense que c'est très compliqué. Puis deux, est-ce que c'est médiatisé quand des soldats russes se rendent? On a d'abord lancé cette plateforme Je veux vivre, donc on a diffusé ces numéros de téléphone que la Russie a essayé de bloquer. On sait qu'il y a eu quand même des appels, on sait qu'il y a eu des passages, des désertions. On sait surtout qu'il y a cette déliquescence de l'armée et ces officiers ou ces soldats qui refusent de combattre. Donc on compte aussi un petit peu là-dessus, sur cet effondrement de l'armée russe, surtout face à l'extraordinaire organisation et la montée en puissance de l'armement ukrainien. Alors là, je reviens vers vous parce que justement, cette armée russe qu'on présentait comme l'une des plus puissantes au monde, elle ne s'est pas non plus dégonflée en quelques mois. Il ne faut pas être trop optimiste, entre guillemets, sur la capacité à faire plier l'armée russe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ça je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours russe avant l'avoir tué, ça c'est certain. Et que l'armée russe existe toujours et elle existera encore, je pense, un bon moment. L'erreur russe, de mon point de vue, c'est qu'ils ont beaucoup investi dans l'espace, ils ont beaucoup investi dans les technologies modernes, comme les missiles hypersoniques ou les torpilles hyper véloces, dans leur armée de l'air, peu dans l'armée de terre, finalement. Contrairement aux Ukrainiens, qui ont beaucoup plus investi dans leur armée de terre, en fait. Or, une armée de terre, ça fait pour tenir le terrain. Si vous faites la guerre avec des bombardiers, avec des missiles, et que vous ne tenez pas le terrain, ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, l'armée russe avait beaucoup de chars. Elle a réutilisé, comme l'armée ukrainienne, beaucoup de chars de matériel soviétique, ancien modèle. On a vu des T-62. T-62, c'est-à-dire que c'est des chars construits en 62. Donc oui, c'est des T-72 construits en 1972. Et donc l'armée de terre ukrainienne est beaucoup plus forte en fait que l'armée de terre russe. Ils n'ont pas suffisamment de fantassins. Une armée a besoin de chars, de canons et de fantassins pour tenir le terrain. Et je pense que l'erreur russe a été celle-là. Et aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force a changé et que l'armée ukrainienne, d'ailleurs, est à l'offensive et qu'elle progresse doucement mais sûrement. Et on le voit bien à Kherson. L'évacuation de Kherson, c'est bien la preuve que les Ukrainiens avancent. Galia Ackerman, il y a eu cette mobilisation partielle quand même de futurs soldats. Enfin, on en est où de leur déploiement sur le terrain? C'est-à-dire qu'il fallait les former, on a pris le temps de les former un petit peu, pas du tout. On en est où? Certains ont été envoyés directement au front et ils ont eu déjà le temps d'être tués, juste après quelques jours de cette mobilisation. D'autres sont formés dans des bases. Il y a des reportages, bien sûr, comme toujours, très optimistes. Mais on sait très bien, je pense que le général Gomar confirmera ceci, pour former aujourd'hui un soldat moderne, il faut à peu près 6 mois. Ces 6 mois, ils n'auront pas. S'ils ont 2 semaines, c'est déjà beaucoup. Ensuite, on ne sait pas comment ils sont équipés. Il paraît que, en tout cas, dans les premières semaines de cette mobilisation, on demandait aux soldats d'arriver avec leur uniforme, avec leur kit de premier secours et avec leurs conserves. Oui, de l'acheter eux-mêmes, quoi. De l'acheter eux-mêmes. On ne sait pas comment ils sont préparés à l'hiver. Probablement mal. Parce que le gros problème de l'armée russe, c'est la corruption. La corruption qui
gangrène tout le pays, ne peut pas épargner l'armée. On sait qu'encore dans les premières années post-soviétiques, les officiers soviétiques simplement vendaient les chars, vendaient les armements, par exemple aux Yougoslaves. Mais à d'autres pays aussi. Voilà, parce que il fallait bien vivre et donc tout était bon à vendre. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'un des propagandistes du régime qui a clamé donc à la télévision en disant ceci. Il était mais vraiment dans un état extrêmement énervé. Et il disait, vous savez, sur papier, notre armée a 2 millions de personnes, dont 1 150 000 de soldats, de militaires. Je comprends de cela que c'est 850 personnes qui s'occupent de l'approvisionnement et enfin de tous les services. Commençons déjà que c'est pas du tout un ratio normal. Un ratio normal, c'est pour un militaire qui se bat, pour un combattant, il faut 5 ou 6 personnes qui le desservent. Soutiennent, oui. Qui le soutiennent. Ouais. Voilà. Mais lui, sur le il hurlait. Mais où sont-ils, ces 1 150 000 ? Maintenant, nous avons encore mobilisé 300 000, donc ça fait 1 450 000. Et où sont-ils ? On ne les voit pas. Et donc, ça nous pose une vraie question. Où sont-ils ? Parce que, bien sûr, bon, il y a des soldats qui gardent les frontières, il y a des bases militaires, etc., etc. Mais probablement, si tous ces soldats existaient, peut-être on aurait pu les voir aussi en Ukraine. Si on ne les voit pas, est-ce que ça ne signifie pas qu'une partie, ce sont des âmes mortes pour lesquelles on reçoit des soldes, des rations, etc., etc. On ne mesure pas la profondeur de la déliquescence de l'armée russe. Et pourquoi ? Parce que jusque-là, et depuis l'éclatement de l'Union soviétique, donc pendant plus de 30 ans, il n'y avait pratiquement pas d'opération sur terre, sauf une petite guerre en Géorgie. Et la Géorgie, c'est un petit pays de 3 millions d'habitants, donc c'est clair que les Russes étaient quand même, qu'ils ont pu gagner en quelques jours, occuper 20% du territoire, etc. Mais en Syrie, par exemple, les Russes ne se sont pas battus au sol. Ils ont bombardé seulement. C'était les Syriens et les Iraniens qui sont battus au sol. Et donc, dernier mot là-dessus. Voilà. La grande question, où sont-ils ? Où sont-ils ? Allez, j'ouvre un dernier, pardon de nous avoir interrompu, mais je voudrais prendre un peu de temps pour un dernier chapitre dans ce débat. C'est important, les conséquences économiques de la guerre, notamment au sein de l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union qui se réunissent ce jeudi et vendredi à Bruxelles pour tenter de surmonter leurs divisions et de trouver une réponse commune à la flambée de l'énergie. La France et l'Allemagne, pour l'instant, ne sont pas d'accord. On écoute le chancelier allemand, il refuse un prix plafonné. Un prix plafonné par l'UE comporte toutefois toujours le risque que les producteurs vendent ensuite leur gaz ailleurs et que nous, les Européens, nous retrouvions avec moins de gaz au lieu de plus. C'est pourquoi l'UE doit se coordonner étroitement avec d'autres consommateurs de gaz, comme par exemple le Japon et la Corée, afin de ne pas se concurrencer les uns les autres. Laetitia, on est au cœur des préoccupations des opinions publiques européennes, les prix de l'énergie, et c'est pour ça que la guerre en Ukraine, ça fait finalement encore partie des préoccupations des Français. Oui, et finalement, on voit qu'il y a des dissensions entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, mais il y a une enquête de l'IFOP qui montre que 2/3 des Allemands et des Français sont d'accord sur les sanctions économiques et que 60% approuvent aussi les livraisons d'armes par l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a quand même une dissension aussi entre les opinions publiques et leurs dirigeants. Et bien sûr que les Français sont concernés, ça fait partie des préoccupations vraiment des Français principales quand on leur pose la question dans toutes les enquêtes d'opinion dans cette rentrée. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle Emmanuel Macron a donné cette interview télévisée où l'Ukraine prenait une grande place
la semaine dernière. Il fallait rassurer. Et d'ailleurs, le matin même, Volodymyr Zelensky et son équipe, bien sûr, de communication, avaient envoyé sur les réseaux, vous l'avez sans doute vu, une vidéo pour démontrer cet amour franco-ukrainien relativement neuf, à grand renfort de symboles, des cœurs, du chocolat, peut-être aussi des roses et puis des canons. Serge Gainsbourg pour vanter l'amitié franco-ukrainienne et les Césars, c'est ça, sur les canons dont on parle. Alors, est-ce que ça a eu un impact direct sur le moral des Français? Pas sûr. Non. Ça n'a pas eu d'impact, visiblement, d'autant qu'on a appris que la France était l'un des 3 pays à aller former maintenant sur son sol les futurs militaires ou les militaires ukrainiens. Donc il y a quand même une sorte d'inquiétude chez les Français qui se mesure. Encore une fois, la semaine dernière, l'IFOP a fait paraître une enquête où les résultats sont implacables. Regardez l'infographie qui va apparaître sur l'écran. 87% des Français sont inquiets des conséquences économiques de cette guerre. 80% sont inquiets de l'utilisation des armes nucléaires. 71% craignent la survenue d'une 3e guerre mondiale. Et même 62% ont carrément peur d'une attaque nucléaire sur le sol français. Donc on comprend avec ces données à la fois le climat d'inquiétude qui règne en cette rentrée, alors que les Français sont confrontés aussi à des questions intérieures, les conflits sociaux, les pénuries de carburant, la crise énergétique. Mais quand même, cette grande inquiétude demeure concernant la guerre en Ukraine. Avec assez peu de disparité en fonction des catégories sociales, c'est ça ? Alors ça c'est très clair. Par exemple, sur les conséquences économiques, l'inquiétude est exactement la même, quel que soit le statut socio-professionnel. C'est-à-dire qu'un ouvrier ou un cadre supérieur est également inquiet, comme un dirigeant d'entreprise ou un salarié. La seule petite nuance dans cette enquête de l'IFOP, c'est sur la question de l'attaque nucléaire sur le sol français, où il y a une disparité en fonction du niveau du diplôme. 41% des détenteurs de diplômes supérieurs n'y pensent pas vraiment, contre 69% pour les sans diplôme. Alors, est-ce que les diplômés sont plus optimistes ou mieux informés? Seul l'avenir nous le dira. On a consacré toute une partie de notre émission hier à cette menace nucléaire, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je voudrais, Irina Dmitrichine, peut-être faire un gros plan sur la communication du président Zelensky, parce que là, on a vu ce clip destiné aux Français. Il y a toujours ce travail vis-à-vis... Enfin, il y a eu des clips pour d'autres pays, vous voyez ce que je veux dire. Il saisit l'occasion de parler au bon moment à une opinion publique. Oui, il a une équipe de communicants et ils n'ont pas découvert la force de la communication aujourd'hui. S'ils sont forts, c'est parce qu'ils y travaillent depuis longtemps. Son élection a été gagnée comme ça. Oui. Donc n'oublions pas que ce sont des professionnels de communication, et je dois dire qu'ils tapent souvent juste, qu'ils ne sont jamais là où on les attend, et c'est plutôt efficace. Et ça montre aussi qu'il est entouré de trentenaires parfaitement maîtrisant les réseaux. Et on le voit aussi à l'intérieur. Il n'y a pas que la communication à l'extérieur. On voit comment à l'intérieur un ministère de Finances peut tweeter quelque chose et le ministère de la Défense répond. Donc c'est vraiment quelque chose qui un jour sera étudié dans les écoles de communication. Oui, avec sur le moral de la population ukrainienne, c'est évidemment très important, quoi. Les mots, la force des mots des dirigeants, ça peut être galvanisant. Absolument, c'est galvanisant. Et j'ai souvent cité ici, évidemment, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et du rôle de Churchill, notamment dans l'année 1941, quand finalement le parallèle il est assez évident, quand les grandes villes britanniques subissaient le bombardement, le Blitz, le bombardement allemand. Je voudrais terminer, Général Gomard, avec vous sur peut-être l'enjeu de ces prochains jours, là, parce qu'on dit souvent l'hiver va arriver, donc ça va peut-être, ou pas d'ailleurs, figer les positions. C'est quoi l'enjeu des prochains jours? L'enjeu pour les Ukrainiens, c'est de continuer à avancer, de franchir le Dniepr en réalité. Pour les Russes, c'est de stabiliser une ligne de front en attendant les soldats mobilisés, la formation de soldats mobilisés, parce que Galia Kerman le disait, un soldat, c'est 2 mois de classe,
normalement, et si on veut le former un peu plus, dans sa spécialité, c'est 2 à 4 mois supplémentaires. Donc il faut un peu de temps. Et envoyer un soldat sans formation initiale, même s'il sait chasser, il ne sait pas se déplacer sur le terrain, il ne sait pas s'abriter, il ne sait pas s'orienter, il ne sait pas vraiment bien utiliser son arme, etc., etc. Parce qu'un soldat ne travaille jamais seul, il est toujours entouré. Donc en fait, c'est un collectif qui fait que l'on gagne une guerre. Donc pour moi, la guerre va durer, malheureusement, mais je pense plutôt à une stabilisation d'une ligne de front avec, et c'est ce qu'il faut voir, c'est combien de temps va durer les bombardements russes sur l'Ukraine pour la destruction en particulier des sites énergétiques, des centrales électriques et des centrales thermiques, etc. C'est un vrai sujet auquel on doit réfléchir pour mieux protéger les Ukrainiens, en effet. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Galia Ackerman, je rappelle ce numéro spécial de la règle du jeu, 500 pages consacrées à l'Ukraine et finalement à la Russie aussi, évidemment. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat.